Coopération régionale et sécurité au Sahel, des sujets qui étaient à l'ordre du jour de l'audience que le président du Faso a accordée à Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. Vous l'entendrez dans ce journal. De nouveaux visages à la Cour constitutionnelle au Burkina. 3 personnes ont prêté serment aujourd'hui. Ils entament un mandat de 9 ans en remplacement de leurs prédécesseurs en fin de mandat. Et puis aux États-Unis, le nombre de morts suite aux troubles a augmenté. Désormais, on parle de 5 personnes qui ont trouvé la mort donc. Un policier du pactole et 4 partisans de Donald Trump. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans ce journal. Le président du Faso a reçu en début de cet après-midi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La coopération régionale et la sécurité au Sahel, ce sont les questions abordées. Le président Kaboré a été félicité par le diplomate français donc pour sa réélection lors de la présidentielle du 22 novembre dernier. Jean-Yves Le Drian est au micro de Serge Bado. Les entretiens que j'ai eus avec le président Kaboré ont été l'occasion d'aborder les sujets de coopération régionale et de sécurité au Sahel. Il y a un an, nous avions décidé à Pau, à la demande des pays de la région, de renforcer notre mobilisation conjointe dans la lutte contre les groupes terroristes. Nous avons obtenu des succès, en particulier dans la zone des 3 frontières. Ces succès ont été rendus possibles par la coopération renforcée entre les forces internationales et la force conjointe du G5 Sahel. Cette mobilisation internationale se poursuit. Elle s'est intensifiée en particulier avec le lancement de la coalition internationale pour le Sahel. Et nous aurons bientôt l'occasion avec les pays du G5 Sahel et les partenaires internationaux d'envisager la suite des engagements que nous avons pris à Pau il y a maintenant un an. La France est déterminée à continuer à accompagner le Burkina Faso dans le domaine de la sécurité et dans sa politique de développement économique et social. Dans le domaine du développement d'abord, l'action de la France intervient en priorité dans le cadre du programme Urgence Sahel élargi prévu par le gouvernement burkinabé dans les régions du Sahel, de l'Est et de la boucle de Moune, mais aussi à Ouagadougou dans le domaine de l'énergie et de l'aménagement urbain. Et pour faire face aux besoins humanitaires croissants au Burkina Faso, la France a augmenté de manière significative ses engagements financiers. En 2020, l'aide humanitaire française s'est élevée à plus de 10 millions d'euros. Elle sera renouvelée en 2021 à cette hauteur. À titre bilatéral par ailleurs, notre aide a plus que triplé entre 2019 et 2020, passant de près de 2 millions d'euros en 2019 à plus de 6 millions d'euros en 2020, soit 41 milliards de francs CFA. Nous maintiendrons aussi en 2021 cette dynamique. Enfin, notre contribution au programme alimentaire mondial s'est élevée à 4 millions d'euros. Il contribue évidemment dans ce cadre singulièrement et de manière fléchée à l'aide humanitaire pour ce pays. Voilà l'ensemble des sujets que j'ai évoqués avec le président Kaboré, mais l'essentiel de ma venue était un acte de soutien au président Kaboré pour son nouveau mandat et je tenais à venir ici pour le féliciter directement. Je vous lis en titre, 3 nouveaux membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment aujourd'hui. Nommés pour un mandat de 9 ans, ils remplacent donc des membres en fin de mandat. Les nouveaux se sont engagés à assurer leur mission en toute impartialité dans le respect de la Constitution. Abdourahmane. Je jure de bien et fidèlement. C'est devant le président du Faso et le président de l'Assemblée nationale que ces 3 nouveaux membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment. Il s'agit de Véronique Bamouni, magistrate de grade exceptionnel, du professeur Mokhtar Tal et de la diplomate Sophie Sow. Conscients de leur mission, ces nouveaux membres se disent prêts à se mettre au service de la nation. J'ai été nommé, le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est la reprise de servir l'État burkinabé que j'ai tant aimé. J'ai travaillé pendant 33 ans, j'ai été admise à la retraite.
7 ans après, on me rappelle, ce n'est que du bonheur. Les actions ont été déjà citées. Nous allons nous efforcer pour voir la constitutionnalité de tous les textes, les plaintes. Et nous sommes là pour servir l'État. Celui qui se plaindra pour la liberté publique, pour atteinte à sa liberté publique, s'il vient devant le Conseil constitutionnel, on va essayer de résoudre le problème pour voir la conformité avec la Constitution. C'est la Constitution qui est notre livre, notre Bible. Et je pense que c'est tout simplement faire des études et rendre compte. Pour le président du Conseil constitutionnel, la nomination de ses membres permet à l'institution d'assurer la continuité de ses actions en tant que gardien de la Constitution burkinabé. Les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours et s'imposent à tous, à laisser entendre Kassoum Kambou. Toute chose qui implique une très grande rigueur dans la gestion des dossiers et la culture des valeurs d'impartialité, d'indépendance, d'intégrité et de probité, a-t-il ajouté. Il invite donc les membres du Conseil à mesurer leurs responsabilités en tant que garant des libertés individuelles et collectives. Le Conseil constitutionnel, faut-il le rappeler, est l'institution suprême en matière constitutionnelle et électorale. Il veille à la constitutionnalité des lois et règlements et des traités et accords internationaux. La mise en œuvre de l'écho en question dans ce journal, le 6 janvier dernier, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a ratifié l'accord de coopération entre les pays de l'UEMOA et la France. Quels sont les enjeux de cette ratification? Élément de réponse dans ce point de Denise Zida avec la voix de Samira Ouedraogo. Il faudra encore patienter un bon moment avant d'avoir les premiers billets de l'écho dans nos portefeuilles. Et ce, malgré le fait que la Côte d'Ivoire ait récemment ratifié l'accord de coopération entre les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement de la République française dans le cadre de la mise en œuvre de cette monnaie. C'est l'analyse faite par Amos Zougnaba, fiscaliste à la Direction générale des impôts. Cette étape de la ratification marque également une autre étape dans le processus de mise en œuvre de la monnaie éco. Donc ce qui va rester maintenant, c'est qu'on s'attend à avoir un chronogramme clair au niveau de l'UEMOA pour que la monnaie puisse circuler. Mais fondamentalement, ça ne change pas quelque chose à mon avis. Parce que ce qui va changer peut-être on va mettre la planche à billets à contribution et puis peut-être si c'est prêt maintenant, on va maintenant voir les premiers billets ou les premières pièces éco qui vont sortir. Sinon fondamentalement jusque-là, on va continuer à bouffer notre franc CFA, d'accord? Vous allez payer vos caméras, vos micros, vous allez faire tout ça avec le franc CFA en attendant que l'éco, la nouvelle monnaie éco de l'UEMOA puisse être mise en place. L'analyste fait également la remarque que les débats autour de l'éco se mènent de façon plus virulente en France que dans les États africains, pourtant plus concernés par la question. Pour lui, il y a plus de théories que d'actes concrets. Les débats se mènent beaucoup plus ailleurs qu'au niveau même de l'Afrique. Et c'est ça qui est un peu dommage. Je ne sais pas si c'est les enjeux que nous ne mesurons pas ou bien c'est parce que nous avons peur que nous ne parlons pas. Mais je pense que c'est important qu'on puisse parler de ces questions-là qui intéressent tout le monde. Voilà, la question de la monnaie intéresse tout le monde. Par exemple, jusque-là, déjà dans la signature le 21 décembre 2019 passé, c'est Alassane Dramane Ouattara qui l'a signé au nom des 7 autres chefs d'État. Les autres chefs d'État n'étaient pas à côté de lui en Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas vu quelqu'un qui est sorti dire qu'il est pour ou il est contre. Alors, jusque-là, c'est resté un peu muet comme ça. On ne sait pas finalement, personne ne s'est prononcé, aucun chef d'État ne s'est prononcé de façon claire sur la question de l'éco. La monnaie éco est pourtant très attendue par beaucoup de populations membres de l'UEMOA, alors que pour le fiscaliste, il ne faudra pas s'attendre à un grand changement dans notre quotidien. Nous, en tant que citoyens, moi je ne vois pas ce que ça va changer. Voilà, donc ce que ça va peut-être changer, c'est qu'on va voir que c'est des nouveaux billets, ça ne sera pas les billets francs CFA qu'on aura, ce sera de nouvelles pièces qu'on aura, ça ne sera pas les francs les pièces CFA que nous aurons. Voilà, mais peut-être que aussi ça peut jouer sur la capacité à pouvoir acheter des biens. Voilà, pour voir au départ, est-ce que par exemple, si moi j'achetais le portable par exemple à
j'allais dire à 50 000 francs CFA, est-ce que j'aurai 50 000 échos pour le payer? Pas forcément. Donc il faut qu'on puisse évaluer pour voir quelle est la valeur sur le marché de l'écho par rapport bien sûr à l'euro pour pouvoir établir cette parité. Parce que jusque-là, on n'a pas dit ce qu'un écho vaut comme euro. Un écho vaut combien d'euros? Ça, on ne l'a pas dit jusque-là. On peut alors retenir que cette ratification faite par le président Alassane Dramane Ouattara, par ailleurs président en exercice de l'UEMOA, n'est qu'une simple étape de plus vers la mise en circulation effective de l'écho au sein de l'Union. Question économique toujours au Burkina. En 2020, la croissance qui avait été prévue a chuté de 2% après l'apparition du Covid-19. Et pour faire justement face à la maladie, de grandes mesures restrictives ont été prises, accentuant ainsi donc la dégradation du niveau de vie économique de certaines couches sociales. L'actualité économique de 2020 au Burkina, c'est avec Abdoulaye Migné. Le Burkina Faso amorce l'année 2020 avec une prévision de croissance économique de 6%. Mais c'était sans compter avec la pandémie du Covid-19 qui va réduire ce taux à 2%. Depuis le 9 mars 2020, le Burkina Faso est atteint par la pandémie à coronavirus et pour faire face à cette pandémie, les autorités politiques burkinabais annoncent des mesures restrictives. Les marchés, les maquis, bars et autres débits de boissons et les frontières sont fermées. La mobilité est ainsi réduite. Une panoplie de mesures qui portent un coup dur à l'économie nationale. Ces mesures semblent asphyxier les Burkinabés. Dans plusieurs entreprises, on opte pour la mise en chômage technique. Le tourisme qui pesait pour plus de 50 milliards de francs CFA est mis à mal. Et dans le secteur de l'hôtellerie, les conséquences ne se font pas attendre. Dans le domaine des transports, seul le fret continue. Les compagnies aériennes perdent du fait des nouvelles mesures plus d'1 milliard de francs CFA par jour selon le SUMAC, le syndicat unique de la météorologie de l'aviation civile et assimilée. Pour atténuer l'impact déjà lourd dans le secteur privé et chez les populations vulnérables, le gouvernement met en place un fonds de relance économique à hauteur de 100 milliards de francs CFA, un plan qui implique des exonérations fiscales, d'où une baisse des recettes publiques estimée à 306 milliards de francs CFA, soit un déficit budgétaire de 5%. Cette situation, renforcée par la crise sécuritaire ayant entraîné le déplacement de plus d'1 million de personnes, affecte le secteur de l'agriculture. Plus de 80% de la population burkinabé vit en milieu rural et leur activité principale est l'agriculture qui constitue 35% du PIB national. Le déplacement de ces populations de leurs terres agricoles joue sur la production. Pourtant, le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles table sur un objectif de 6 670 000 tonnes de céréales, 1 500 000 tonnes de cultures de rente et plus de 900 000 tonnes de cultures vivrières pour la campagne 2020-2021. Pour ce faire, plus de 10 000 hectares d'espaces cultivables ont été aménagés au profit des producteurs. Aussi, 5 000 hectares de terres cultivables, 1 000 tonnes de semences améliorées et 1 250 tonnes d'engrais sont mises à la disposition des personnes déplacées internes. Dans le domaine toujours de l'agriculture, le Plan national de développement économique et social PNDS prévoit l'aménagement de 35 000 hectares de bas-fonds et en mi-2020, 24 000 hectares sont aménagés, soit un taux d'aménagement de 70%. Autre pilier de développement économique, les pôles de croissance. Cette année, le gouvernement a fait le bilan de la décennie du pôle de Bagré. C'est aujourd'hui plus de 5 000 hectares de terres aménagées pour des activités économiques. Il s'agit notamment de l'agriculture, de l'élevage et une usine de décortiquage de riz d'une capacité de production de 28 000 tonnes par an. Et le gouvernement compte tirer des leçons de cet exemple pour les autres pôles de croissance en perspective. L'autre secteur qui a joué un rôle important dans l'économie cette année, c'est le secteur minier. Malgré la situation sécuritaire et la pandémie du coronavirus, la production attendue en 2020 devrait demeurer stable car au 30 juin 2020, le Burkina enregistrait déjà 26,5 tonnes. Avec 17 mines industrielles en exploitation, le secteur aurifère a contribué en 2019 pour 13,13% au PIB du Burkina Faso. Le secteur contribuerait en 2020 à hauteur de 10,20% du produit intérieur brut.
De 2019 à mi-2020, le secteur a apporté 51 milliards de francs CFA aux collectivités territoriales dans le cadre du fonds minier. Attendue à 600 000 tonnes, la production cotonnière du pays n'atteindra que 460 114 tonnes environ au terme de la campagne 2019-2020, une performance qui reste en hausse, environ 5% par rapport à la campagne précédente. Cette production a rapporté en gros 120 milliards de francs CFA, dont 58 milliards redistribués aux producteurs. Avec cette production, le pays se hausse au 4e rang des producteurs sur le continent. L'économie burkinabé, comme beaucoup d'autres, a été secouée par la pandémie de la maladie à coronavirus. Avec la nouvelle vague de contamination de l'après-élection, l'on s'interroge sur ses conséquences sur l'économie du pays des hommes intègres, qui est déjà fragile. La vente du carburant dans les artères des villes du Burkina, une pratique interdite, mais qui est le moyen par lequel tellement de citoyens gagnent leur quotidien. Ils s'y consacrent malgré les nombreux incidents qui ont déjà été occasionnés et qui peuvent l'être encore. Sur donc ces lieux de travail, on parle du sujet dans ce reportage signé Chérif Yanogo et Abdourahmine. Malgré la lutte acharnée des autorités contre la vente illégale du carburant dans les rues, cette activité prospère toujours. Difficile de sillonner les rues de la capitale sans rencontrer ces étagères de fortune, communément appelées stations par terre. Pourtant, ce ne sont pas les drames liés à ce commerce illicite qui manquent. Nous avons encore en mémoire l'incendie du 18 novembre 2020 qui a causé la mort de 8 personnes et d'énormes dégâts matériels au secteur 20 de la ville de Ouagadougou. Certains revendeurs disent prendre toutes les dispositions pour éviter d'éventuels drames. Je me débrouille avec la vente de l'essence. Comme je vous le disais, j'ai commencé rien qu'en octobre. En ce qui concerne la conservation, je ne laisse pas dans ma maison. J'ai construit une maisonnette juste à côté où je garde mes bouteilles. Après avoir fini de vendre, nous mettons les bidons et les bouteilles en lieu sûr, hors de la portée des enfants, pour éviter toute surprise désagréable. Comme à ces revendeurs se procurent cette denrée, si certains s'en procurent illégalement, d'autres se ravitaillent dans les différentes stations, comme l'affirme ce jeune pompiste. Je suis gérant de la station ici, mais souvent il y a des gens qui viennent avoir des bidons, donc je sers et pas revendre maintenant. En fait, je trouve ça bon quoi. Et puis c'est cool, ça vaut mieux que ceux qui partent prendre de la fraude et consorts. Et puis c'est de bonne qualité. Là où ça quitte, c'est bien pour notre pays quoi. Conscients des dangers liés à cette vente à risque de l'essence, ces revendeurs disent soulager le calvaire de la population en plus d'en faire leur gagne-pain. Ainsi, ils appellent à la clémence des autorités à leur endroit. Le fait que nous sommes au bord de cette voie nous aide beaucoup. Souvent la nuit, on voit des citoyens pousser leur engin à la recherche du carburant. S'ils nous trouvent, c'est un ouf de soulagement. Nous savons bien que c'est un problème, mais c'est à chacun de savoir conserver. Si nous quittons cette voirie, comment nous allons survenir aux besoins de nos familles? En tout cas, nous sommes conscients des dangers de la vente d'essence en bouteille, mais ça aide plus d'un. Certaines personnes tombent souvent en panne d'essence. C'est vrai que c'est illégal, mais nous le faisons pour subvenir à nos besoins et nous aidons également des gens. Rappelons que la vente du carburant conditionné dans les bouteilles, bidons et autres ustensiles est une pratique interdite par un arrêté du ministère du Commerce datant du 12 janvier 2001 et renforcé par un décret de la présidence du 3 mai 2002. Mais l'application de ces textes ne semble pas être pour demain. Et puis aux États-Unis, après l'annonce du décès d'un policier du Capitole, le bilan des troubles du 6 janvier dernier est passé à 5 morts selon la presse américaine. Les 4 premières victimes sont des partisans de Donald Trump, perdant de la présidentielle. Blessé pendant cet assaut violent du Capitole par des partisans de Donald Trump, un officier de police a succombé à l'hôpital. Ces événements ont donc causé la mort de 5 personnes et par là même, ils obligent à se poser des questions sur les derniers jours du mandat de Donald Trump
et sur la capacité de la police à sécuriser la zone. 3 hauts responsables de la sécurité du Capitole ont été obligés de démissionner pour n'avoir pas réussi à empêcher ce saccage qui a laissé les nerfs de tout un pays à vif. Les élus américains ont exigé une révision des opérations de sécurité et un briefing du FBI sur ce qu'ils ont qualifié d'attaque terroriste. Ces moments invraisemblables, des journalistes les ont vécus et immortalisés. Saul Loeb, photographe pour l'AFP et l'auteur de plusieurs de ses prises de vue historiques, il était au milieu de la foule des pro-Trump. On pouvait entendre les chants de soutien à Trump et on a vu des centaines et des centaines de manifestants affluer sous la coupole. Ils avaient l'air de venir de tous les côtés. Les gens dans le bureau de Nancy Pelosi ont pour la plupart ignoré la présence des médias. Nous étions quelques-uns à l'intérieur et ce manifestant en particulier ne semblait pas du tout préoccupé par le fait que son visage apparaîtrait dans les médias. Mais tous les partisans de Donald Trump n'ont pas ignoré les médias. Les images du matériel d'Associated Press saccagé resteront aussi en mémoire. Et puis des élus afro-américains ont aussi critiqué la différence de traitement policier entre les manifestants de Black Lives Matter et ces émeutiers blancs pour la plupart. Si des Noirs avaient fait ça, ils auraient été mis à terre. Et avant de refermer ce journal, je vous invite dans l'un de nos studios juste à côté, donc avec Assami Thiam-Touré dans Sport 3. Bonsoir Assami Thiam-Touré. Bonsoir Sonia Corti. Alors, ce soir, le sujet phare, c'est la qualification de Salitas pour le tour de cadrage. Oui, bien sûr, Sonia Corti. Salitas a qualifié pour le tour de cadrage qui doit en tout cas jouer les jours à venir, puisque Salitas qui a battu Al-Amal ici au Burkina Faso, c'était ce dimanche au stade du 4 août, 2-0 avec la victoire au match aller en terre soudanaise. En tout cas, Salitas est qualifié. Salitas qui est en tout cas sur une bonne voie pour rééditer l'exploit il y a 2 ans. Rappelez-vous, Salitas qui a joué les phases de groupe de la Coupe de la Confédération africaine de football. Donc c'est le titre phare de cette émission de ce soir, Sport 3. Mais on parlera également de la victoire des étalons U17 dans le tournoi UFOA B, et un tournoi qualificatif pour la CAN de leur catégorie, c'est-à-dire la CAN des moins de 17 ans qui doit se jouer en 2021 au Maroc. Il y aura aussi l'image des entraînements des étalons locaux qui sont présentement au Cameroun. Voilà pour le CHAN 2021, Sonia Corti. Et tout cela va être développé avec vos fidèles invités, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, Sonia Corti, on les appelle les décodeurs sur ce plateau. Ils seront là, Issaka Ilboudo, Ibrahim Dianda, Adama Salambere. En tout cas, ils seront là. On va parler de ces sujets-là. On va parler aussi des informations qu'on a vues sur le net. Donc, le Gotha sera là ce soir, Sonia Corti. Et donc, restez connectés. C'est juste après votre journal, Sonia Corti. On va vous servir du sport. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente émission à vous et à vous, chers téléspectateurs également. Excellente émission. Bonsoir et à demain.